La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision première. Madame, Monsieur, voici les titres de cette édition. Les États-Unis ont un nouveau représentant auprès de la République togolaise. Le nouvel ambassadeur américain a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe ce jeudi. Vous le découvrirez dans cette édition. C'est parti pour la 11e édition du Forum national du paysan togolais. 3 jours pour permettre aux différents acteurs, plus de 600 acteurs du monde agricole, de découvrir la dynamique du PND, Plan national de développement. Et puis depuis ce jeudi, les populations de Kpenjal Ouest et Oti de 2 à 29 ans sont appelées à se faire vacciner contre la méningite. Une idée du gouvernement togolais pour venir ainsi à bout de cette maladie dans notre pays. Les échos dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le nouvel ambassadeur des États-Unis accrédité au Togo, Eric William Stromae, a présenté ses lettres de créance ce matin au chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe. Eric William Stromae, qui succède ainsi à David Gilmour, a promis œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération historique entre les États-Unis et le Togo. Le compte-rendu de la cérémonie avec Arnaud Kili. Eric William Stromae, diplomate de carrière, est le nouvel ambassadeur des États-Unis accrédité au Togo. À la présidence de la République, il a eu droit aux honneurs dus à son rang. Après ce cérémonial d'accueil, le diplomate américain a remis ses lettres de créance au chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe, avec qui il a discuté de divers sujets. Le diplomate américain a promis de travailler pour le renforcement des relations bilatérales entre les États-Unis et le Togo. Je suis très honoré d'être là, juste présenter mes lettres de créance envers son Excellence le Président, de la part du Président Trump, me nommant comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire envers la République togolaise. Je suis très honoré de pouvoir continuer le partenariat de longue durée qui caractérise nos deux pays. En tant que les Américains et les Togolais, on est ensemble depuis très longtemps. J'apprends à travers mes collègues et le reste du monde des réalités togolaises dont je suis au courant dans le passage de mes années dans la carrière. Et je compte pouvoir voyager dans le pays, rencontrer toutes sortes de différents Togolais et plonger dans l'affaire maintenant que j'ai présenté les lettres. Dès que je me suis mieux établi et installé et pouvoir discuter des différentes affaires dont c'est un peu tôt maintenant pour l'instant. Mais on va continuer le partenariat de longue durée et le travail qui a été fait par mon prédécesseur, on va continuer dans les temps pour l'avenir qui vont continuer notre partenariat. Eric William Stromae est titulaire d'une maîtrise de Johns Hopkins. Il était pendant 30 ans au service extérieur, y compris ses nombreuses affectations en Afrique. La plus récente est celle du sous-secrétaire adjoint par intérim pour l'Afrique de l'Est, le Soudan et le Soudan du Sud au Bureau des Affaires africaines du département d'État. Avant sa nomination au Togo, il fut également directeur exécutif du Bureau des Affaires africaines de 2014 à 2017. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD réitère son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Et c'est l'essentiel du message que le représentant résident Aliou Dia a apporté ce matin au chef du gouvernement commissaire Lom Klassou. Et ils ont également échangé sur le programme pays du PNUD sur les 5 prochaines années dans notre pays. Aliou Dia nous fait le point de sa rencontre avec le Premier ministre. Nous l'écoutons au micro d'Ekoué Salah. Je voudrais d'abord remercier le Premier ministre de m'avoir accordé cette audience aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de l'avoir rencontré. On a longuement échangé sur beaucoup de thématiques. Nous avons beaucoup discuté de la mise en œuvre du PND.
mais aussi de la mise en œuvre du PUDC qui est une composante du PND. Donc, comme je viens de réaffirmer au Premier ministre, le PNUD va tout faire. En tout cas, on est à la disposition du gouvernement pour les accompagner dans la mise en œuvre du PND. Donc, c'est inscrit aussi dans le nouveau programme, parce que nous avons un nouveau programme qui vient de commencer, qui va s'appesantir sur 3 composantes majeures. Et toutes ces 3 composantes sont incluses, sont les priorités du PND, notamment regarder les questions de gouvernance, les questions de cohésion sociale, renforcement de l'état de droit, des droits de l'homme, etc. Donc ça, c'est une composante importante qu'on va regarder. On va travailler avec les institutions nationales, le Parlement, le ministère de la Justice, l'ensemble des institutions qui travaillent sur ce domaine-là. La deuxième priorité pour le PNUD, qui est aussi une priorité importante pour le PND, c'est tout ce qui est lié aux services sociaux de base. Ça va être aussi quelque chose d'important. Il y a une troisième composante dans notre CPD, ce qu'on appelle le programme pays. Donc c'est la composante qui est liée aux questions de changement climatique, préservation de l'environnement, à la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez important qu'on va regarder. Et ça s'inscrit dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Ça s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 13, qui est sur les actions climatiques. Donc on a échangé avec le Premier ministre sur ces questions-là. Donc encore une fois, j'ai réitéré à son Excellence le Premier ministre l'engagement du PNUD à accompagner le gouvernement, mais à être aux côtés des populations locales. Et justement, le PND était dans les valises du ministre de l'économie en séjour à Washington. Sani Yaya présente là le plan national de développement aux responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour recueillir ainsi leur assentiment à soutenir cet ambitieux projet. Carmen Madji Akakbo pour des précisions. Ces rencontres sont l'occasion de réunir des acteurs d'horizons divers, dirigeants du secteur public et privé, représentants d'organisations de la société civile, experts issus des milieux universitaires autour des grands dossiers mondiaux, conjoncture économique, efficacité de l'aide, entre autres. Cet événement donne également l'occasion à toute une série de manifestations autour des sujets liés à l'économie mondiale, au développement international et au système financier mondial. Le ministre togolais de l'économie et des finances, présent à ces assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, a rencontré le nouveau président de la Banque mondiale, l'Américain David Malpass, au cours d'une séance de travail. Le président de la Banque mondiale se dit prêt à recentrer l'institution sur le cœur de sa mission en sortant de la pauvreté les pays les plus pauvres et en réduisant l'accès aux prêts de pays plus développés. Lors d'une séance de travail avec le vice-président de la Banque mondiale, Hafez Ghanem, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, Pierre Laporte, et la représentante de l'institution à Lomé, Hawa Sissé, ont fait le point de la situation macroéconomique du Togo. La délégation a plaidé en faveur d'une augmentation de l'appui budgétaire et plus généralement de l'enveloppe financière accordée par la Banque au Togo. Les responsables de la Banque mondiale ont pour leur part indiqué qu'ils allaient accompagner le pays dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Le ministre de l'économie s'est également entretenu avec le directeur du département Afrique du FMI. Ce dernier s'est félicité des progrès réalisés par le Togo en matière de gestion des finances publiques et de réduction de la dette. Le programme de facilité élargie de crédit FEC est un succès. Le FMI comme la Banque mondiale se sont engagés à soutenir le gouvernement pour la réussite du PND. La délégation togolaise a également été reçue par le directeur général adjoint du FMI. Le ministre de l'économie et des finances a été porteur du message de remerciement du président de la République, Foreso Zimnanya Singbe, au FMI pour son appui au Togo dans la conduite de ses politiques économiques et l'assainissement de ses finances publiques. Le ministre Sani Yaya a rappelé la stabilité du cadre macroéconomique du Togo, la maîtrise de l'inflation à moins de 2%, la réduction du déficit budgétaire et la révision à la hausse du taux de croissance à 4,9% en 2018 et 5,1% en 2019.
Selon le ministre de l'Économie et des Finances, le travail de réduction de la dette publique continue et le taux d'endettement à fin mars 2019 se situerait à 67,3%, en dessous de la norme communautaire qui est de 70%. Le ministre Sani Yaya a également parlé du désengagement de l'État du secteur financier, privatisation de la BTCI et de l'UTB et la volonté réaffirmée du chef de l'État pour l'aboutissement de ce chantier. Le directeur adjoint du FMI, dans sa réponse, a félicité le Togo pour la bonne conduite du programme et la réussite des différentes revues et apprécié le désengagement de l'État du secteur financier. Il sera également question du PND au Forum du paysan togolais édition 2019, ouvert ce jeudi du côté de Kara. Les acteurs du monde agricole vont ensemble découvrir leur contribution à la réalisation du plan, mais surtout ce qu'ils gagneraient en retour. Les précisions avec notre envoyé spécial à Kara, Adolphe Baka. L'un après l'autre, et à pas compter, ils arrivent à ce forum. Des producteurs jeunes, femmes et hommes, des techniciens agricoles et des investisseurs dans le secteur. Tous pleins d'espoir que ces 3 jours à passer ensemble seront bien un creuset d'échanges aussi bien sur les enjeux et défis du secteur que sur les nombreux acquis des 10 derniers rendez-vous. Plusieurs éditions, qu'on est au 11e, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à capitaliser, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de choses dans le passé et que nous devrions cette fois-ci vraiment faire un bond de géant. Nos attentes, c'est qu'il est question d'aller beaucoup plus dans le concret. Il est question de venir à ce forum et de retourner avec quelque chose. L'agriculture aujourd'hui, ça doit être du business. L'agrobusiness fait du concret et de rendre l'agriculture plus dynamique depuis la production jusqu'à la consommation. Dans cette optique, la transformation des produits locaux reste une préoccupation bien prise en compte à cette édition. Moult initiatives ici présentes ne sont que le reflet du visage de la transformation au plan national. Ici, c'est le cas de la pomme d'Anacard que nous avons transformée en jus nutritif 100% naturel. L'Anacard aujourd'hui, qui est une filière porteuse à fort potentiel. Nous sommes partis sur la base du traditionnel, de l'artisanal en fait. Donc nous transformons ces produits que vous voyez ici avec nos moyens de bord. Nous utilisons vraiment les recettes de la grand-mère à l'étape traditionnelle. Mais dans cette logique, nous avons quand même une vision, c'est pouvoir atteindre une transformation industrielle pour permettre à tout le monde d'en bénéficier. La volonté est réelle chez tous les acteurs de la chaîne de production. Et ceci pourrait faire surtout des producteurs de véritables entrepreneurs ruraux. Le thème de cette édition en est évocateur, les pôles de transformations agricoles pour valoriser les potentialités au Togo, une nouvelle vision traduite par le PND. Mais cette noble aspiration vers la transformation demandera à chaque maillon de la chaîne de faire encore mieux. Il faut dire que le Togo est prêt pour la transformation de sa matière première agricole, mais il faudra travailler à la base de manière à avoir suffisamment cette matière pour pouvoir la transformer. Aujourd'hui, il faut noter que les graines de coton produites au Togo ne sont pas totalement vendues au Togo, mais exportées. Ce qui veut dire qu'on pourrait valoriser ces graines sur le territoire national. Pour les amandes de karité, il n'y en a pas suffisamment. On est obligé d'importer des autres pays de la sous-région pour pouvoir maîtriser ou bien atteindre les objectifs. Nous passons aujourd'hui de 30 000 à 40 000 tonnes d'amandes de karité à transformer dans l'année. Et pour les graines de coton, on peut aller jusqu'à 100 000 tonnes de graines de coton dans l'année. Ce qui veut dire que la capacité est là, la compétence est là, il reste maintenant la disponibilité de cette matière première et la consommation locale. Il y a également un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect énergétique. Nous avons beaucoup de difficultés sur le plan énergétique, le coût d'abord et puis la disponibilité par moment. La disponibilité énergétique pour révolutionner le secteur, tant dans l'industrialisation que dans la maîtrise de l'eau, surtout en ces moments où les changements climatiques sapent tous les efforts des producteurs. Là aussi, ce ne sont pas des initiatives qui manquent. Ares Togo, spécialisé dans l'énergie solaire, propose à ce forum son système paysan de pompage d'eau.
Aujourd'hui, quand nous regardons vers le nord, par exemple, nous avons une sécheresse des cultures qui ampute les récoltes de manière assez énorme. Alors, ceci, c'est une pompe qui est immergée lorsque le puits ou bien le trou est déjà fait pour le forage. Et cette pompe-là est dotée d'un moteur qui permet du coup d'aspirer l'eau qui passe par un tuyau pour pouvoir remonter dans un polytank qui stocke l'eau. C'est un système qui n'a pas besoin de batterie parce que l'eau est stockée dans un polytank en hauteur et ainsi le soir, grâce à l'effet de la pesanteur, l'eau coule directement pour pouvoir alimenter les besoins du producteur. Donc avec notre système, le paysan peut avoir à tout moment de l'année de l'eau pour irriguer ses récoltes et ainsi ne pas perdre la production et le travail de toute une année. Le kit à partir de 300 000 francs CFA pour l'installer dans son exploitation. Toutes ces potentialités sont au cœur des préoccupations des décideurs. Le préfet de la COSA, à l'ouverture de ce 11e rendez-vous national, a salué les efforts des uns et des autres conjugués pour un développement inclusif. Le ministre en charge de l'agriculture, se situant dans la dynamique du PND, Plan national de développement, met l'accent sur des idées novatrices pour booster ce secteur porteur de richesse pour l'économie nationale. Opportunités et plateformes d'échange constituent les deux maîtres mots qui vont retenir l'attention de ces 600 participants ici au Palais des Congrès de Kara pour les 3 jours. Le 11e Forum national du paysan togolais, un rendez-vous de tous les défis en termes de productivité, d'investissement et de transformation. Merci Adolphe Paka. Et pour susciter l'adhésion des agriculteurs au PND, il faut nécessairement le leur expliquer. Mission que c'est donc assigné le patron de ce département, le ministre Noël Bataka, en charge de l'agriculture. Les précisions avec Nestor Mozo. L'axe 2 du plan national de développement porte sur le développement des pôles de transformation agricole et d'industrie manufacturière et extractive. La mise en place de l'agropole pilote du bassin de la rivière Kara s'arrime à cet axe. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a sillonné avec une délégation les préfectures de la région de la Kara pour rencontrer les producteurs et les autres acteurs de développement pour échanger sur les activités contenues dans cet axe 2 du PND et dans l'agropole. Après le lancement le 4 mars dernier du plan national de développement par le chef de l'État, il est de bon ton de venir sur le terrain expliquer à l'ensemble des populations les activités concrètes qui vont être mises en œuvre dans le cadre de ce PND. Le premier facteur de développement de l'agriculture, c'est le facteur terre. Et pour cela, nous avons échangé avec les chefs, avec les producteurs sur les modalités d'exploitation, d'organisation sur leurs espaces pour développer une agriculture moderne, mécanisée, afin d'émerger dans la transformation du secteur agricole par la petite paysannerie, par des approches de développement beaucoup plus modernes dans les pratiques agricoles. Dans toutes les préfectures parcourues, les échanges ont tourné spécifiquement sur les opportunités d'emploi. Les producteurs ont bien compris le message. Le travail du riz, c'est surtout nous les femmes. Soya, c'est nous les femmes. Mais on peut profiter beaucoup dedans. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout la transformation des matières premières. Tout ça, ça m'a beaucoup intéressé pour les groupements des femmes, étant présidente d'une union des femmes. J'ai écouté beaucoup de choses et je vois que l'avenir serait meilleur. Ce que nous souhaitons, que le Seigneur puisse nous accompagner. Parce que le président en a déjà fait, c'est à nous. Nous disons merci au président de la République. Nous disons merci aussi pour les initiatives que le gouvernement ne cesse d'amener. La tournée a conduit aussi le ministre Bataka et sa délégation à l'université de Kara pour exhorter les étudiants à tirer meilleur profit de l'agropole qui sera mise en place à Bouroukou. Certains de ces étudiants ont bon espoir. Cette sensibilisation vient à point nommé parce qu'elle nous permet de savoir les chances que nous avons à saisir de l'agropole. Et précisément pour nous, en tant que futurs entrepreneurs, nous avions des opportunités d'abord de compléter ou bien de monter les projets qui puissent nous permettre de faire des prestations de services. En dehors de ça, nos compétences aussi peuvent nous permettre de travailler au niveau de l'agropole comme des employés au niveau des exploitations agricoles.
On a une formation de base aussi en agronomie. Et là aussi, nous pouvons aussi être utilisés dans l'appui technique. Le ministre Bataka a invité ses interlocuteurs à soutenir la vision du chef de l'État qui se décline à travers divers projets et programmes structurants pour transformer l'économie togolaise et assurer le bien-être des populations. Exercice d'explication de concept également pour le département de la sécurité. Et le 10 ministère sillonne le pays pour permettre aux populations, mais surtout aux usagers de la route, de cerner les notions de police de proximité et de sécurité routière. Désiré à l'œil. La coproduction de la sécurité incombe à tous. Forces de sécurité et population civile, des acteurs clés travaillant toujours en collaboration. Les conducteurs de mototaxi, les jeunes et acteurs locaux de DAPAN, un maillon de la population civile qui a un rôle très important à jouer. Cible de cette rencontre, échange avec les forces de sécurité pour définir des rapports de service de police avec les populations et aller vers la coproduction de la sécurité. Le concept de la police de proximité et la sécurité routière, une préoccupation. La coproduction de sécurité consiste à appuyer les forces de sécurité dans leur travail. Les conducteurs de taxi-moto, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont toujours sur le terrain. Pour mieux lutter contre la délinquance, la criminalité sous cette forme, il faut que les forces de sécurité soient appuyées par d'autres acteurs, notamment les conducteurs de taxi-moto. Les conducteurs de taxi-moto nous intéressent en ce sens qu'il y a eu beaucoup d'accidents les années passées. Les accidents sont toujours vécus sur nos routes. Et malheureusement, cela fait des victimes. Et nous allons, avec la direction de la sécurité routière qui est présente lors de cet atelier, échanger sur les mesures élémentaires de sécurité qui pourront aider nos frères conducteurs de taxi-moto à éviter les accidents qui sont dommageables pour nos populations. C'est une nouvelle approche sécuritaire qui se formalise avec les acteurs à la base de manière à rétablir la confiance entre les forces de sécurité et les populations civiles. Aujourd'hui, le civil, ce n'est plus comme d'antan parce que nous frottons à tout moment. Il nous parle de la sécurité et nous devrons aussi œuvrer pour que cette sécurité aille de l'avant. En tant que conducteur de taxi-moto, nous devrons d'abord respecter la prévention routière, le port de casque et le respect de l'autorité, le respect de la sécurité. Une séance de sensibilisation assurée par la division de la sécurité routière avec le soutien de la Fondation Hans Fadel pour travailler à une prise de conscience individuelle et collective sur la chaîne de sécurité afin d'atteindre objectivement les attentes des populations qui aspirent à la sécurité en tout temps et en tout lieu à travers tout le pays. Et ce communiqué du ministre en charge de la sécurité pour poursuivre cette édition. Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 avril 2019, aux environs d'une heure, un des deux gendarmes régulièrement désignés de service de garde à l'agence de la BIA Togo 6 à Tokoin Ramco s'est rendu coupable d'un acte tragique et déplorable ayant entraîné des pertes en vies humaines et des blessés. En effet, au cours de leur service, le chef de poste a constaté que son élément a quitté le dit poste sans motif avec son arme. Ce dernier a pris la direction de Tokoin Douma Cessé à pied. Dans le but de le ramener au poste, le chef l'a poursuivi à dos d'un taxi-moto. Il finira par le rattraper à hauteur du CIB. Mais malheureusement et contre toute attente, ce gendarme ouvre le feu sur son chef qui sera mortellement atteint. Continuant sa progression, il va ouvrir à nouveau à hauteur de l'église baptiste le feu sur deux civils faisant un mort et un blessé grave. Puis blesser grièvement 3 autres personnes avant d'être maîtrisé quelques instants après au carrefour 3K. Les blessés graves sont évacués au CHU Sylvanus Olympio pour des soins intensifs et un suivi médical approprié. Le blessé léger est quant à lui pris en charge au centre médical des armées de la gendarmerie nationale. Il faut souligner que le gendarme auteur de cet acte inédit n'avait aucun antécédent psychique et psychologique connu de sa hiérarchie.
Toutefois, les premiers éléments du diagnostic médical effectué sur lui révèlent une personnalité sous l'emprise d'une instabilité psychique brutale. Il fait actuellement l'objet d'une mesure d'isolement et de suivi médical, tout en présentant au nom du gouvernement ses condoléances aux familles éplorées et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rassurer la population que des mesures idoines sont prises par la hiérarchie pour éviter à l'avenir de tels drames. Bientôt sera formé un groupe régional d'intervention judiciaire pour lutter contre la torture et les mauvais traitements en Afrique. Une idée pour renforcer ainsi le respect des droits de l'homme sur le continent. Et une dizaine de juristes y réfléchissent justement depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Augustin Tchala et Augustin Kossi. Parmi les atteintes à la dignité humaine, la torture et les mauvais traitements sont les plus décriés partout à travers le monde. En Afrique, ces pratiques ont cours malgré l'existence d'un cadre juridique et institutionnel renforcé pour lutter contre. Les organisations de la société civile et des organismes en charge de la protection des droits humains veillent au grain en définissant un espace régional d'intervention judiciaire contre la torture et les traitements inhumains. Ce sont des enjeux contemporains qui parfois facilitent ou rendent possible la justification de la continuité de la torture. Donc il s'agit par exemple des enjeux sécuritaires liés à la lutte contre le terrorisme, il s'agit des enjeux liés au mouvement migratoire qui font que dans plusieurs pays encore, malgré le fait que les cadres législatifs prohibent et interdisent la pratique de la torture, on trouve encore le moyen d'expliquer ou de justifier. Alors cela nous a conduit à rassembler autour d'une table parmi les brillants avocats africains qui plaident et luttent contre la torture dans les tribunaux pour analyser ces nouveaux enjeux et proposer de nouvelles stratégies innovantes pour mieux répondre à ces défis-là. À Lomé, il est question d'agir en amont en permettant au pays de mettre en place des mécanismes de prévention et de lutte contre le phénomène. Et puisqu'il s'agit d'une question globale, la réponse se doit être régionale. Une synergie d'action entre les professionnels de droit venus d'une dizaine de pays d'Afrique est de mise. On met l'accent particulièrement sur la prévention, parce que la prévention est plus importante. Ce qui se passe quand une personne est déjà torturée, il vit une situation, une expérience extrêmement difficile. Il ne faut pas attendre que la personne soit dans ces situations pour intervenir. En faisant une sensibilisation au niveau de la population, en faisant des visites, un regard extérieur, on a senti que la torture commençait à diminuer. Nous avons un collectif d'avocats qui va se nourrir d'un collectif africain pour qu'ensemble on puisse faire des échanges d'expériences pour mieux défendre les citoyens togolais. Et évidemment, ce collectif-là ne va pas se limiter au territoire togolais, ça va être sur tout le continent africain. Mais nous tirons profit au Togo puisque nous avons été le pays qui a accueilli la formation de ce groupe-là. Nous serons plus outillés pour accompagner les victimes sur le plan judiciaire, sur le plan règlement du contentieux. Les défis pour chaque pays en termes des droits de l'homme ne sont pas les mêmes. Au Togo, en plus de la Convention contre la torture, le nouveau code pénal consacre la répression de l'infraction de la torture et bien d'autres dispositions pour la protection des droits de l'homme. Au sorti de ces journées d'échange et de partage d'expériences, Lomé sera donc le point de départ d'une équipe qui verra à la lutte et à la prévention de tout traitement dégradant. Il est possible aujourd'hui pour la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de travailler ensemble pour renforcer la couverture sanitaire universelle dans notre pays. La représentante résidente de l'OMS au Togo a eu cet après-midi une séance de travail avec les membres de la HAC pour discuter ensemble des possibilités de collaboration. Nous retrouvons Augustin Kossi. La représentante résidente de l'OMS Diallo, Fatoumata, en visite dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Un tête-à-tête avec le président de l'institution Telou, Pita Lunani, d'abord, puis
Une rencontre avec tous les membres dans la salle plénière de la HAC. Le président de l'instance de régulation des médias au Togo a présenté à son hôte les structures, le fonctionnement et la mission de la HAC. Les échanges ont porté également sur les différents comités techniques de la HAC et leur domaine d'intervention. Les deux institutions se sont appesanties sur les mécanismes de communication pour mieux asseoir un système de couverture sanitaire de qualité au Togo. La santé, nous en tant qu'OMS, on l'a définie pas seulement par l'absence de maladie, mais par le bien-être total. Et donc, aussi bien physique, mental qu'environnemental. Ça veut dire que nous devons nous adresser aux facteurs de risque et aux déterminants de la santé. Et pour cela, il faut avoir une bonne communication stratégique, une information et une sensibilisation de la population pour avoir les comportements sains en termes de promotion, de prévention et de suivi de la santé. J'ai vu réellement tout cet engouement autour du plan stratégique de la HAC. Et dans son axe 5, j'ai vu qu'il y avait un potentiel énorme de collaboration afin d'harmoniser et de venir vers eux. Et la couverture santé universelle, ça veut dire que tout individu, quel que soit son statut social, ait accès aux services de santé de qualité à moindre coût. Cette équité d'accès à des services de santé de qualité est tributaire de l'équité d'accès à l'information. Il y a donc matière pour que la HAC et l'OMS fassent le chemin ensemble pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé universelle. L'actualité à l'étranger ce jeudi, c'est également la destitution du président soudanais Omar el-Béchir. Le désormais ex-chef d'État soudanais est tombé suite à un coup d'État militaire. Le pays est donc désormais sous la conduite de l'armée, un conseil militaire pour une période transitoire de 2 ans. Un couvre-feu d'1 mois et un état d'urgence de 3 mois ont également été décrétés. Les sinistrés et les victimes d'inondations du 4 au 17 mars dernier au Togo reçoivent donc de l'assistance de la part du gouvernement. Les sinistrés des localités de Wessome, Abatame et Avedi ont donc reçu ce jour des vivres et non-vivres en cette période difficile. Le compte rendu avec Sergine Raimondo et Robert Potobi. D'importantes pluies diluviennes se sont abattues en mars dernier sur les préfectures du Golfe et d'Aguenivé, occasionnant d'énormes dégâts. 724 ménages ont été touchés, soit 2849 victimes. Après avoir répertorié les familles sinistrées, le gouvernement passe à l'étape d'assistance sociale d'urgence pour leur permettre de se relever tant soit peu. Cet appui est composé de vivres, de non-vivres et des enveloppes financières. On nous a donné du maïs, des nattes, d'huile et des tomates pour prendre soin de nous. Et nous les remercions pour tout ce qu'ils nous ont donné et pour tous les efforts qu'ils font pour nous. La situation était vraiment délicate quand vous venez voir nos enfants, même qui allaient à l'école, ils ont fait des jours sans aller à l'école parce qu'il n'y avait pas de passage. L'eau était même à inonder partout dans les chambres, même les cahiers, même vraiment, ça a été difficile de les récupérer. Ce geste, vraiment, c'est ce qu'on attendait vraiment de nos autorités. Le montant global de cette opération d'assistance se chiffre à 23 442 000 francs CFA, dont 14 millions pour les 320 ménages victimes du Grand Lomé. Un geste de solidarité nationale qui se posera partout où les populations sont touchées par ces événements. Nos équipes sont allées sur le terrain pour recenser les sinistrés. Nous sommes là de la part du chef de l'État et du gouvernement pour apporter la compassion de notre président de la République, Les 320 ménages recensés viennent d'Abatame, d'Avedi et de Wessome pour le compte des cantons d'Aflao Sagbado et de Gakri. Les mêmes opérations d'assistance d'urgence s'étendront aux 724 foyers retenus de la région maritime.
Le village d'enfants SOS a 40 ans. Il célèbre donc 40 ans d'existence au Togo. 4 décennies d'activité, donc un bilan s'impose. Et l'exercice a été réalisé ce jour en conférence de presse. Le compte rendu avec Marie-Reine Abeta, Ramdan Bassina et Sonia Aminipo. SOS Village d'enfants fête ses 40 ans d'existence au Togo. Occasion d'échanger avec les hommes de médias sur ses actions en faveur des enfants démunis dans le pays. Créer un environnement familial pour chaque enfant qui en a besoin, lui assurer un avenir certain tout en apportant sa part au développement de sa communauté. Mission dédiée au bien-être de cette couche souvent jugée vulnérable. SOS a commencé à Lomé et à Kara avec l'inauguration en 1979, puis à Dapon en 2007 et bientôt le 11 avril 2019 à Tapamé. SOS a commencé avec l'action des sœurs de la Divine Providence dans le souci de ne pas laisser les enfants, de ne pas voir les enfants traîner dans le marché, dans la rue. On doit faire ensemble que les Togolais également comprennent cette nécessité de cette prise en charge de qualité. Les familles doivent être à mesure de s'occuper de leurs enfants au lieu de voir les enfants dans la rue. Nous-mêmes, en tant que partenaires, on doit également soutenir ces efforts. La célébration sera marquée par une table ronde sur la mise en œuvre de lignes directrices de la structure, un concours de sketch et de poèmes. Une soirée des donateurs et une rencontre de réflexion sur le partenariat sont également prévues à cet effet. On annonce l'implantation d'une nouvelle structure de SOS Village d'enfants au bénéfice des populations d'Atakpami. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs porte à la connaissance des cinéastes togolais que la sélection nationale pour le festival Clap Ivoire 2019 aura lieu le 3 juillet 2019 à Lomé. Et à cet effet, il invite les cinéastes togolais désirant prendre part au festival cinématographique Clap Ivoire 2019 à Abidjan, Côte d'Ivoire, à déposer leur dossier de candidature à la direction nationale de la cinématographie au plus tard le 25 juin 2019 à 17 h. Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction nationale de la cinématographie, 6 au 47 avenue des Nations Unies, au numéro de téléphone 00228 22 22 86 41 ou le 70 40 70 33. L'adresse email dirnat le DIRNATCINEMATG@yahoo.fr. Nous sommes jeudi et nous enchaînons en même temps avec le sport. Et pour ce deuxième rendez-vous du mois d'avril, nous sommes sur ce plateau avec Jean, Kofi et Dédi pour la page des sports. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, la 28e édition du Tour cycliste du Togo a connu sa deuxième étape ce jour. Effectivement, Anita, aujourd'hui a été courue dans la matinée la deuxième étape Langabou-Sokode, longue de 108 km. Et c'est le Burkinabé Diallo Sadou qui en est sorti vainqueur. Le film de la course avec Claude Ama. Transbordement de la caravane d'Atakpamé sur Langabou, 109 km. À Langabou, localité réputée dans la vente des ignames et des fromages communément appelés wagash, l'ambiance était relaxe. Signature des cyclistes pour confirmer leur présence. Contrôle du matériel. Échauffement des coureurs. Bref, tout était au point et le préfet de Blita, Batossi Boukari, n'avait qu'à donner le départ de la deuxième étape Langabou-Sokode, 108 km. Détendus, les 48 cyclistes roulent en peloton, tout en guettant la moindre faille de l'adversaire pour s'extirper du lot et tenter une échappée en vain. Sur le passage, les populations n'hésitaient pas à sortir en masse pour les encourager. Mais le peloton restera toujours groupé. Jusqu'au point intermédiaire de Sautebois, le Burkinabé Paul Domont s'impose. La course est relancée. Le Béninois Sou Rémi en profite pour s'échapper, suivi de près par le Togolais Nyanou Ayejo, qui ne fera pas long feu dans sa tentative.
Le Bénin non plus ne connaîtra pas meilleur sort. Une fois le Bénin rejoint, les cyclistes repartent en peloton. Mais à 5 km de l'arrivée, le Burkinabé Diallo Sedou et le Congolais Kamena Chiana se retrouvent seuls en tête. Le Burkinabé parviendra à brûler la politesse à son vis-à-vis et finit premier en 2h47 minutes 07 secondes avec une vitesse moyenne de 39 km/h. Une victoire qui relance donc les Burkinabés. Le capitaine m'a dit d'attaquer. Bon, comme j'étais hésité même, puis il m'a reparlé encore. Bon, j'ai attaqué, bon, quelqu'un ne m'a même pas regardé, bon, je suis parti. Bon. C'est comme ça. Bon. J'ai venu trouver le Congolais, non? Congolais. Puis on est parti ensemble. Bon. À l'arrivée, bon, voilà, monsieur Appessi, merci pour... C'est le... Par un de cette seconde étape, Canal Plus a apprécié la course. Canal est là en fait avec la population togolaise depuis un bon bout de temps déjà, et nous ne pouvons pas être là sans en fait nous mêler de tout ce qui se passe dans sur le territoire. Donc c'est pour ça en fait aujourd'hui encore nous avons décidé d'être avec les cyclistes sur le tour. Outre le maillot jaune, Togocel toujours sur les épaules du français Barrett Jérémy, les autres cyclistes combatifs sont répartis avec les maillots Pils. Canal Plus, XXL, Napoléon. Sans oublier les écharpes, La Poste, GTA Assurance, Mon Savon, tout ceci à travers une sonorité musicale entretenue par DJ Mohab. Défalé Kanté, Défalé Kara sera la troisième étape. Et en dehors du Tour cycliste du Togo, Jean, le Togo et précisément la ville de Lomé va accueillir la deuxième édition du concours de sport mécanique dénommé Urban Race. Oui, Anita, ce sera au mois de mai prochain. Des compétiteurs issus de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest vont rivaliser de techniques et de savoir-faire à travers ce concours mécanique. L'information a été révélée hier par l'Association togolaise des sports mécaniques au cours d'une conférence de presse. Compte rendu à Flim Johnson. À cette table, des responsables de l'Association togolaise des sports mécaniques ATSM. Ils sont porteurs d'une nouvelle à l'endroit du public sportif, surtout des passionnés des sports automobiles, la tenue prochaine de la deuxième édition du concours dénommé Lomé Urban Race, une compétition qui fait la part belle aux véhicules, auto et moto notamment. Les concurrents viendront de 4 pays de la sous-région, le Ghana, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo pays hôte. Il y aura une course sur 400 mètres. 400 mètres ou un quart de mile. C'est une distance, on va dire, que beaucoup de gens utilisent en course automobile dans le monde, surtout aux États-Unis. C'est une course qui nécessite essentiellement de la puissance. Et cette année, on a rajouté donc le Gymkhana, qui est donc un petit circuit, on va dire piégeux, qui est sur environ 800 mètres. Et c'est plus une question de dextérité et de pilotage. Le dimanche 5 mai 2019, la capitale togolaise, Lomé, sera donc l'épicentre des sports mécaniques en Afrique de l'Ouest. La nouveauté de cette deuxième édition, c'est la participation des taxis-motos ou Zémidjan. De nobles visions se cachent derrière l'initiative. Nous avons une vision à long terme qui pourrait aller jusqu'à la création d'une fédération. Et ce sera aussi une occasion de sensibiliser la population sur la sécurité routière pour montrer qu'on peut s'adonner à la passion des sports mécaniques et de la vitesse, mais dans un cadre donné. Donc, nous avons une catégorie qui est dédiée aux Zémidjan, donc les taxis-motos comme au Togo, et qui pourront s'adonner avec des motos de petite cylindrée à une course sur un petit circuit. Premier du genre en Afrique de l'Ouest, le concept Lomé Urban Race fera vivre certainement aux amoureux de sensations fortes des moments inoubliables. Oui, Jean, une dernière information. Oui, ce sera tout pour ce soir. Le prochain rendez-vous sportif, c'est samedi dans Sport et Détente à partir de 13h45. Merci, Jean. Et on se retrouvera jeudi prochain, peut-être pour une autre page des sports, en attendant que Claude ne revienne.
La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue ce jeudi 11 avril 2019 aux environs de 5 heures sur un ouvrage électrique au poste source de la CEB à Lomé-Port, la fourniture de l'énergie électrique a été interrompue dans les quartiers et zones suivantes. Zone portuaire, Akole Sewa, Bé, Dabana Kondi, Bagida, Avepozo, Pogan, Agbavi, Agbata et leurs environs. Les équipes techniques de la CET et de la CEB sont à pied d'œuvre pour un retour à de la situation à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et c'est sur ce communiqué de la CET que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.